et bienvenue à la pause café. La pause café, c'est l'instant convivial de votre journée de travail. Et aujourd'hui, je reçois Véronique Bragard. Véronique, bonjour. Bonjour, bonjour Alors, Frédéric. Véronique, tu es la responsable ou présidente, je ne sais pas comment on l'appelle chez ECR, Euh, responsable d'ECR, on va dire. c'est mieux, ouais. Tu travailles sur des sujets de décolonisation, pardon, Mhm. et sur plein d'autres choses, mais je préfère te laisser expliquer tout ça. Alors, oui, c'est vaste comme question. C'est vrai que c'est difficile de parfois voir où on va, mais pour le moment, c'est vraiment ce projet de décolonisation voilà, que je travaille avec d'autres collègues, qui permet d'avoir beaucoup de dialogue et en fait même avec des autres facs. Hein, Emmanuel Piccoli en développement, en histoire, beaucoup de liens qui se tissent autour de ce concept, vraiment de questions de décentrer le regard par rapport à toute l'histoire qu'on nous a enseignée, par rapport à nos manières de catégoriser les choses, que ce soit en littérature, mais aussi en histoire, en développement, en anthropologie, beaucoup de choses qui se font. Donc on est en train de le mettre en avant et mes recherches sont surtout focalisées là-dessus, plutôt le passé colonial belge et la bande dessinée. Donc l'ouvrage que j'essaye de terminer, j'ai déjà publié pas mal d'articles là-dessus, mais se concentre là-dessus avec une petite touche sur, enfin pour le moment je crois que c'est vraiment l'aspect originel, c'est voir comment la bande dessinée va retravailler des archives coloniales et comment en retravaillant l'archive coloniale, eh bien, il y a une réinterprétation aussi du passé colonial, qui est plus critique, qui est plus dénonciateur, qui fait des liens avec le présent, etc. Donc effectivement très divers parce que on s'était eu quelques fois au service image pour des sujets sur les déchets, des sujets sur la culture indienne. Et alors je l'ai pas retrouvé, il doit être encore dans mes caisses, mais c'est suite à un de tes articles que j'avais acheté, Indian Tango d'Arnanda Devi, qui m'a Mhm. fait comprendre pas mal de choses sur la société indienne, les castes. Alors, je savais que c'était divisé en castes, mais je n'imaginais pas autant de différences entre les castes. Ça, c'est une lecture que je peux vous conseiller. Je la mettrai, ça s'affichera quelque part ici. Donc voilà, donc c'est vrai que les sujets sont assez divers. Et c'est bien justement de ne pas travailler peut-être sur un seul sujet, mais quelque part de s'intéresser à des choses, d'étudier des choses qui nous intéressent. Et je crois que justement, on va parler tout à l'heure d'un texte qui concerne un peu plus tout ce qui est nature, retour à la nature. J'aurais pu mettre retour à la terre de Larsenet derrière moi, ça aurait bien cadré. Euh, mais voilà, donc c'est pas mal justement quelque part de développer des passions et d'en faire des sujets de recherche un peu différents. Et je suppose que c'était ton but par, euh, par la multiplicité de ces sujets. Euh, Tu es donc, maintenant, on vient de finir la dernière semaine de cours. Comment ça s'est passé chez toi? Parce que je crois que tes cours sont très interactifs, à savoir que les étudiants rebondissent sur des lectures, sur des propositions, sur des sujets, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est très difficile en Teams où j'ai déjà eu des réflexions sur le fait qu'en fait on donne cours mais on perd le public et si on perd, parfois on perd le public et on ne le sait pas parce que n'y a pas forcément la réaction des gens en temps réel. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été? Au début, c'était très dur parce que surtout que je dirais que ça fait quelques mois, années que je me dis que le PowerPoint, j'essaie de l'abandonner pour vraiment retourner à. Je viens juste avec mon roman et on ouvre les pages et on lit. Donc là, il a fallu retrouver ce mode assez figé où on ne peut pas bouger. Moi, je bouge énormément devant les étudiants. Avec de l'interaction, j'ai fait des cours dans des salles de yoga. Normalement, j'ai un cours, il se termine toujours justement dans la forêt. On va promener, on va étudier ensemble, des choses comme ça. Des visites de musées. On allait faire une visite des coloniales à Leuven. On avait plein de trucs. Voilà, donc ça a été dur au début, vraiment ça a été dur parce que je savais pas très bien comment faire ça. Euh, L'avantage, c'était que j'avais deux petits groupes et du coup, pour tout ce qui est intelligence collective, qui m'a assez bien
aidé ces derniers temps, ben, on pouvait faire un tour de parole. Rien que pour voir un peu comment les étudiants se sentaient, surtout qu'au début, ben, on a quand même vécu un climat fort anxiogène, où tout le monde, même moi, enfin, voilà, aujourd'hui on regarde ça un petit peu en rigolant, mais à l'époque, c'était pas top. Donc Teams, pour ça, c'est pas mal, surtout que je retiens très mal les noms des étudiants, donc là, ben, je les voyais. Ça aide, hein, Ça aide. Du coup, je pouvais vraiment les interpeller de manière plus individuelle, être sûre que j'avais eu tout le monde et les entendre, les écouter. C'est très bien aussi parce que on donne la parole à chacun, chacune, et c'est beaucoup plus dur d'interrompre. Donc il y a une belle dynamique qui s'est créée, surtout dans les deux cours, voilà, où ils étaient moins. Et au niveau bande dessinée, mais je leur ai souvent demandé de partager leur écran. Et du coup, on a analysé des images ensemble. Et là, c'était assez interactif, en fait. Maintenant, les deux autres cours avec 50 étudiants, ben, ouais, c'était moins facile. Ça a été beaucoup de boulot à refaire des PowerPoint, justement, avec plein de photos, voilà, que ça bouge, quelques petits extraits de films ou des extraits d'interviews pour un peu avoir une autre voix que la mienne. Mais voilà, du pour et du contre. Je ne dois pas non plus tout critiquer. Ça, il y a des bonnes choses qui sont passées. Je me dis qu'à un moment donné, il faudrait qu'on reprenne ce qu'on a découvert avec Teams pour ne fût-ce que pour que les gens ne se déplacent pas toujours. Il y a peut-être moyen de gagner du temps. Mais, ou un étudiant voilà, qui fait son mémoire mais qui vient pas tel jour, bah, je peux le prendre par vidéo en fait. Voilà. Alors que parfois ils doivent parcourir depuis très loin pour venir quoi, un quart d'heure dans mon bureau. C'est clair que les habitudes qu'on a prises pendant le confinement peuvent servir de base de réflexion à une évolution future Tout à fait. dans l'enseignement, dans la recherche, dans le fait effectivement, est-ce que ça a du sens si on habite Bruxelles ou Namur de prendre sa voiture pour venir à Louvain pour assister à une réunion Voilà, c'est ça. et puis repartir chez soi où on a toute notre documentation, etc. Donc, voilà, ça peut être justement. Il y a parfois des réunions qui s'organisent justement dans la salle du service image où, en même temps que la réunion, il y a un ou plusieurs intervenants sur Skype. C'est souvent pour des intervenants étrangers, donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais on peut imaginer de développer ça plus avec justement des gens qui ne sont pas forcément à Louvain tous les jours, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être à Louvain tous les jours. Et Ben oui, donc, tout à fait. c'est pas mal. Et en tant que responsable ECR, justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour garder le lien, est-ce que vous faites toujours des réunions? Est-ce que vous vous concertez pour justement que ça avance ou vous êtes plutôt en petit groupe? On s'est pas réunis de manière officielle. Je vais t'avouer que je viens de faire un mail pour vraiment organiser une réunion Teams pour voir comment on allait redémarrer en septembre, en espérant que tout soit plus en présentiel et voir si. Je sais, bon, voilà, on s'est plutôt contacté par Teams de manière personnelle, quoi, avec Stéphanie, avec Geneviève. Ce qu'on a vraiment fait attention au niveau de l'anglais, c'est de se voir, surtout qu'on avait un assistant américain qui était obligé de repartir, qui corrigeait encore des trucs. Donc voilà, tous les jeudis à 5 heures, là, on passe une heure en Teams d'anglais, mais au niveau ECR, ça n'a pas été, voilà, j'ai pas eu le temps et ni beaucoup de questionnements des autres. Voilà, personne n'a vraiment montré de l'intérêt pour ça, mais je crois qu'il est important qu'on redémarre déjà. Parce qu'on a dû annuler beaucoup, quoi, hein. Tout ce qu'on avait Ouais, prévu, ouais. une journée avec un autre groupe de recherche, là, avec le CRI. Donc, il va falloir qu'on voit. Ça, c'est C'est un pas, peu dommage. c'est pas supposé, je suppose, c'est pas annulé. Non, c'est pas annulé. Il faut on retravaille. Je crois que tout le monde était vraiment trop pris. Je voyais tous les collègues sur les genoux. Donc, je me suis dit, l'important, c'était de contacter tous les chercheurs, en tout cas, que je connaissais, voir si tout le monde allait bien et se sentait pas trop isolé. C'est ça, Et ouais. puis, voilà. Maintenant, j'ai peut-être pas fait assez. Je dois avouer que je me suis Et fait bien dépasser, en fait. je crois que c'est important justement pour les chercheurs de garder un peu le lien parce que c'est vrai que les académiques, ce que j'entends souvent, c'est que bah, avec les cours qui ont complètement changé, ça a pris beaucoup de temps.
Et donc, quelque part, ils étaient dans le rush pour que la session d'examen puisse se dérouler le mieux possible. Maintenant, les chercheurs qui n'ont pas de charge d'enseignement, quelque part, peuvent, je ne dis pas que ça a été le cas, mais peuvent se sentir isolés. Et c'est vrai que c'est important dans ce cas-là, ne fût-ce que, je ne sais pas, organiser un apéro ECR, quelque chose comme ça, un soir, ça peut être sympa, c'est possible. On l'a vu avec le conseil, on peut être beaucoup en même temps, sans que ce soit le bazar, que ce soit organisé, tant que quelqu'un donne la parole, etc. A priori, ça peut se faire. Donc voilà. Oui, en tout cas, ici, on va reprendre. Mais il faut avouer qu'on était quand même beaucoup sur nos écrans. Alors, encore refaire des réunions, moi, j'ai eu des semaines de migraine. Voilà, il faut prendre un peu de distance, pouvoir varier, quoi. Mais bon, je crois que tout le monde, beaucoup d'académiques se sont souciés de bien prendre soin et des nouvelles des autres, de leurs équipes. Et puis maintenant, on va revenir. Bon, il y a quelques problèmes aussi de personnes qui étaient parties à l'étranger, puis qui ont dû revenir, et puis qui n'ont pas eu de fonds, etc. Donc là, j'essaie que les choses avancent, mais c'est pas facile. Oui, on va découvrir avec le retour à la normale pas mal de dégâts collatéraux, entre guillemets, sur des gens qui ont vécu des situations pas très faciles. On a eu Federica Gatto il y a peu sur ce podcast, et donc on a vu qu'elle avait été coincée en Suisse, mais quelque part, ça a été, puisqu'en fait, elle a été confinée chez son compagnon, et donc quelque part, c'est pas la même chose que voilà, elle a eu des amis par exemple qui ont été coincés dans un hôtel parce qu'en fait ils devaient aménager dans une nouvelle maison, tout a été bloqué, donc en fait ils ont été confinés dans un hôtel, donc avec les coûts que ça peut engendrer et qu'est-ce qu'on fait de nos affaires, etc. Donc je crois qu'on va découvrir pas mal de choses dont on n'a pas encore connaissance. J'espère pas trop. J'espère qu'il y aura aussi des bonnes choses qu'on va découvrir. Oui, c'est clair. On va se dire, tiens, quelqu'un a profité du confinement pour vraiment, vraiment très fort avancer dans sa thèse. J'espère qu'on va découvrir ça aussi. Mais en fait, quand j'ai annulé pas mal de choses au CR, j'avais demandé est-ce que vous avez des souhaits, est-ce que vous avez des initiatives. J'avais interpellé certains doctorants en disant est-ce que vous voulez quand même pas présenter en ligne. Et j'ai senti que le poids de cette atmosphère, beaucoup de gens retourner chez leurs parents, etc., s'occuper d'autres, c'était déjà beaucoup. Donc, j'ai l'impression de ne pas être bien. C'était pas le moment en tout cas. Ça, je crois qu'aussi, j'espère, avec déjà, tous les assistants ont été full de monitorat aussi, retravailler tout leur monitorat. Donc, c'est clair. Ouais, j'attends un petit peu tout le monde souffle. Ça, maintenant, avec les deux confinements, ça risque justement d'évoluer dans le bon sens, au sens d'une reprise, comme tu as dit. Hein, donc, je crois qu'on n'est pas prêt de rentrer à Louvain, en tout cas pas pour l'instant. Et donc, je suis à Louvain hier, à vélo, et à part quelques masqués, ça n'a pas changé. Alors, moi, je suis passé à mon bureau, c'était la semaine passée. Je me suis dit que j'allais récupérer la caméra, mon ordi et tout ça, histoire d'avoir un matériel un peu plus puissant que le petit portable. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on rentre dans une bibliothèque complètement vide. On est surveillé. Il y a une petite méfiance quand on passe la barrière du comptoir de la bibliothèque, ce qu'on peut comprendre, hein, parce qu'on croise un peu tout et n'importe quoi en ville au niveau prudence. Et ça fait bizarre. On arrive dans un couloir vide, on ouvre son bureau. Mes plantes ont résisté, je suis content. J'attendais à avoir des plantes desséchées, mais ça va. Mais oui, c'est étrange. C'est étrange de voir les barrières, les lignes au sol dans le hall de la fac qui d'habitude est rempli de gens qui mangent, qui discutent, etc. Ça fait bizarre, mais voilà, c'est passager. Oui, en même temps, voilà, ça n'a pas tant changé, quoi. Non, voilà. Et puis j'ai des amis qui habitent à Louvain-la-Neuve qui, eux, en plein confinement, promenaient le chien et quand on voyait les photos d'une Louvain-la-Neuve déserte, ce que personnellement j'avais plus vu depuis fin des années 90 où parfois je restais le samedi, dimanche et on avait l'impression d'être seul en ville, ce qui arrive plus maintenant avec le shopping, hein, mais c'était l'ancien Louvain-la-Neuve. Oui, tout à fait, j'ai connu ça. Donc voilà, c'était des moments que j'adorais, quoi. Promener dans une ville déserte, moi je trouve ça terrible, c'était assez lunaire comme ça. Lugubre, hein, quand même. Pardon ? C'est un peu lugubre parfois.
Ouais, maintenant, voilà, nous on faisait des longues balades l'après-midi dans les rues un peu partout, on croisait pas grand monde et ça, ouais, moi j'avais plutôt l'impression à Virginie qu'on avait la ville pour nous, quoi. Et Ouais, donc c'était, maintenant, ouais, on baladait pas la nuit ou au bord ouais, du non, soir, ouais, tout ça, mais c'était vraiment une impression justement de liberté, d'une ville déserte rien qu'à nous, quoi, quelque part. non. Donc c'était assez agréable. Ouais, Et c'est donc c'était cette ambiance-là qui était revenue quelque part pendant le confinement, où on voyait une rue Charlemagne déserte, ce qui n'arrive jamais maintenant. C'était assez étrange. Euh, alors je propose maintenant qu'on parle d'un sujet que tu voulais traiter dans la vidéo, ce qu'on n'a jamais eu, mais ce qui est bien justement, j'invite les prochains invités à faire pareil, c'est qu'avec un groupe d'étudiants, étudiantes, parce qu'il me oui, semble oui. qu'il y Il y a que, a que il y a des que filles qui ont ouais. co-signé l'article, Mhm. on va parler d'un article qui est paru dans la Revue Nouvelle. Je vais mettre bien évidemment le lien en description, qui Super. se base sur un livre qui s'appelle Dans la forêt, Mhm. et qui traite justement de deux sœurs qui habitent dans une maison qui est près de la forêt et qui peu à peu vont abandonner, entre guillemets, la civilisation pour se Mhm. rapprocher du côté nature et forêt. Je te laisse introduire le papier Ouais. et raconter un peu plus en détail. Le contexte, c'est que ben, j'avais, pour ce cours, c'est un cours sur la route. Hein, donc, on part de Jack London, la route aux États-Unis, Kerouac, et puis ben, on arrive quand même à la route de McCarthy, qui est un texte là de grande désillusion, apocalyptique, la route qui devient pas un lieu d'aventure, mais justement de méfiance, de danger. Alors, le premier week-end du confinement, j'ai dit non, on va pas lire la route, là. Les étudiantes, elles vont être complètement. Ça fera un Euh, coup au moral, quoi. ça va pas leur remonter le moral. Donc, j'ai dit tout de suite, écoutez, on passe d'abord à Jean Egland, parce que là, il y a un certain réenchantement et ça fera du bien. Et puis, ben, on a passé quand même 3 semaines à discuter autour de ce texte et ça a été. C'est un texte qui a peu été étudié voilà, dans des articles critiques et ça a été un moment d'échange parce qu'en fait, ben, ces deux filles elles sont confinées parce que c'est un peu la même chose hein, dans le roman. Les supermarchés se vident, il y a des épidémies, des gens restent chez eux parce qu'ils ont peur des microbes, donc il y avait quelque chose de très très similaire. Mais comme elles vivaient, enfin, elles vivent tout près de la forêt, ben, elles ont refait un potager avec leur père qui après décède. Et au fur et à mesure, en retombant sur un livre de plantes indigènes, de plantes de la forêt, eh bien, elles vont doucement décider d'aller vivre là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est au fur et à mesure des échanges avec les étudiantes, j'aurais dit voilà, à Pâques, j'ai fait un document partagé. Juste, allez vous lâcher. Donc, c'est pas une analyse du bouquin plus scientifique et des personnages et des détails, mais vraiment aussi en lien avec ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez. Et ben, assez vite, il y en a une bonne dizaine qui ont écrit et c'était très pertinent, c'était profond aussi. On sentait que ce livre les aidait et que voilà, nous faisait réfléchir à des comportements aussi. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous, qu'est-ce qu'on a envie de retrouver, qu'est-ce qui nous manque, quelle est notre perception du temps qui change. Voilà, énormément de choses en commun avec ce vécu de ces jeunes filles dans le livre. Et puis ben, un jour, voilà, j'étais au fond du jardin et moi j'ai essayé de reprendre, enfin de faire une structure parce que malheureusement elles n'avaient pas écrit vraiment ensemble, c'était des textes les uns à la suite des autres. Et j'ai essayé de faire un texte qui soit aussi assez dans la simplicité de ce roman-là, c'est-à-dire très, très clair, sobre, et qui analyse le roman, mais tout en étant voilà, assez dans le personnel, dans ce qu'on vivait. Et puis je leur ai donné un premier draft, et puis certains m'ont ajouté des textes, des paragraphes entiers qui sont là, qui sont splendides. J'ai même pas dû les changer, d'autres un peu les incorporer. Et puis j'aurais dit, voilà, c'est final. Je l'ai soumis au soir, qui m'a dit que c'était très bien, mais qu'ils avaient trop. Puis c'était déjà très long. Et la revue nouvelle, qui a tout de suite été très fort emballée, qui a demandé les adresses des étudiantes.
un grand enthousiasme et elles étaient, je crois, toutes très contentes de cette expérience, fières d'avoir avancé tout en ayant réfléchi aussi à se positionner dans leurs idées, dans leur vécu. Voilà. Tu as commencé ça, on était déjà confinés ou c'était juste avant C'était vraiment confiné, hein, donc on a commencé à lire ensemble au tout début du confinement, discuter du roman, et D'accord. À Pâques, là j'ai dit voilà, il y a 15 jours, le document partagé est là, n'hésitez pas à aller y mettre quelques notes personnelles, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une première chose positive liée au confinement? Ah, moi, Justement, l'écriture collective, justement. mais c'est une lecture collective, déjà, c'était un rêve que j'avais avant, parce que, en fait, les étudiants, ils nous apportent énormément. Souvent, je dis pas qu'on leur pique leurs idées, mais oui, enfin bon, et eux aussi, hein, vice-versa, quand je corrige des romans, des mémoires, parfois je mets énormément de moi-même aussi. Mais c'était une occasion, vraiment une belle occasion de partager comme ça. Et on n'aurait jamais lu ce roman-là de cette manière sans le Ah confinement. Donc, je dis pas merci au confinement, hein, pas du tout, parce que je crois pas que ça va pas rester comme quelque chose de très très positif en soi, mais voilà, pour cette lecture-là, il y a quelque chose qui s'est passé en tout cas. Et qu'est-ce qui ressort quelque part comme réflexion de ce texte? Donc, on a dit, hein, elles abandonnent la civilisation pour se retourner vers la nature. C'est vrai que sur les réseaux, on voit quand même pas mal de gens qui se rendent compte de l'utilité que nos grands-parents avaient de faire un potager à la maison, d'avoir plus de contact justement avec la nature. Alors, c'était déjà initié depuis quelques années avec notamment la menace d'extinction des abeilles, où on a parlé de biodiversité, ça a commencé, etc. Il y avait déjà un changement dans ce sens qui commençait à émerger des esprits et qui commençait à se diffuser assez largement. Est-ce qu'on est dans cette optique-là avec les réflexions ou ça amène encore d'autres choses différentes? Oui, il y a évidemment toute la question de l'extinction et des espèces, etc., mais surtout notre position dans ces écosystèmes. Faut quand même avouer que notre comportement humain est assez destructeur. Dans ce livre, c'est déjà la question de connaître ce qui nous entoure. C'est-à-dire, il y avait une étudiante qui disait, j'ai enfin découvert que la petite plante bleue là devant chez moi, c'est un muscari, quoi. Alors je dis pas qu'on doit connaître tous les noms des plantes, mais c'est quand même dommage qu'on connaisse l'avocat et qu'on connaisse presque plus la noisette qui est au fond du jardin et qu'on va en manger beaucoup de l'un et alors que l'autre on les laisse pourrir, quoi. Donc c'est vraiment voir qu'est-ce que la nature, voilà, qu'est-ce que je connais de la nature qui est déjà là près de moi, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce qu'elle me donne et qu'est-ce que moi je donne en retour. Le roman est vraiment là-dessus parce que cette femme va, enfin Eva au début euh, Ned va avoir ce livre et découvrir toutes ces espèces. Il y a des framboises, il y a des sureaux, il y a plein de choses dans cette forêt qu'on connaît si peu. Euh, donc ce côté de connaître, je voyais aujourd'hui que c'était à Anvers, ils ont décidé de, au lieu d'arracher les plantes sur les trottoirs, eh ben, marquer leur nom. Oui, Voilà, j'ai vu ça. ouais, Il y a quelques mois comme ça, ouais, c'est c'était génial. Ouais. un botaniste bruxellois qui faisait ça dans la rue de Bruxelles. Ah bah, Je trouvais ça sympa parce qu'en fait, il y avait même des comestibles, quoi. Donc, bah oui, ah c'est- ouais, donc, sur les trottoirs de Bruxelles, je suis pas sûr que j'irai manger, mais non, voilà. Mais c'est l'idée de se dire, ah mais en fait, pourquoi est-ce qu'on considère toutes ces herbes mauvaises ouais. alors qu'en fait, elles sont là aussi pour nous et une source de vie, quoi, et du vivant. Alors, un exemple concret qui m'est Ouais. arrivé ici pendant le confinement, c'est le pissenlit. Alors, le pissenlit, moi, j'ai toujours trouvé ça joli et j'ai un peu du mal à les tondre pour avoir un beau gazon, etc. Mais je savais qu'on faisait des salades de pissenlit et j'ai découvert qu'on faisait du miel de pissenlit. Et donc, j'ai fait un petit essai en cueillant les petits pissenlits de mon jardin, qu'on fait macérer avec un peu de citron et puis ensuite on en fait une gelée, etc. Et alors, c'est étonnant. Alors, ceux qui n'ont jamais goûté,
C'est une recette normande, a priori. C'est la graviote. Je ne sais plus comment ça s'appelle à la base. Mais c'est super bon. Ça a vraiment un goût de miel, sans le côté qui peut être un peu écœurant dans le miel. C'est autant dire que l'année prochaine, au mois de mars, je Ah crois que oui. je vais faire quelques champs, quelques routes pour aller récolter des pissenlits pour faire une réserve parce que c'est incroyablement bon et on les tond, quoi. Donc, Mais et on peut les prendre à tout, parce qu'il y en a tout le temps des pissenlits, ou il faut les prendre plutôt au début. alors le pissenlit, on peut tout manger. Donc, c'est-à-dire qu'avant que les fleurs n'éclosent, on peut faire une salade avec les feuilles, les jeunes pousses. Ouais, ouais. Ça, c'est très bon aussi. Ça se mange comme une salade traditionnelle. Les fleurs, c'est vraiment au début qu'elles sont meilleures et apparemment, elles sont un peu moins amères. Moi, c'était à la fin. Ouais. Le côté embêtant, c'est qu'il faut enlever tout le verre et séparer toutes les pétales. Et sur des pissenlits, il y a beaucoup de pétales. Donc ça, c'est un peu laborieux. Mais sinon, c'est plutôt la fleur jeune qu'on va cueillir. Et ensuite, à la fin de l'été, voire milieu de l'automne, ben, les gros pissenlits, on déterre pour manger la racine. Ça se mange comme un panais, hein, quelque part, une racine de pissenlit. Donc voilà. Maintenant, ouais, ben, moi, ça m'a donné envie. J'ai une voisine qui m'a dit que j'ai un peu de trèfle aussi dans le jardin. Et ben, les fleurs de trèfle, on peut les rissoler avec des œufs et c'est super bon. Mhm. J'ai pas encore essayé. J'ai un Ouais. mini jardin. Hein. J'ai un Non. jardin qui doit faire 50 mètres carrés, mais voilà, j'essaye justement de l'agrémenter cette année en plantant des aromatiques. J'ai récolté j'avais repris des semences que j'ai récupérées moi-même de tomates de l'année passée, etc. Et maintenant, je vais les planter ce soir au jardin. Donc voilà, j'essaye justement de faire revenir dans un mini jardin pas mal de variétés et dans une manière un peu plus naturelle possible. Et là-dessus, justement, ce qui m'a interpellé dans le texte, pour y revenir, c'est justement le côté manger dans la forêt. Parce Mhm. qu'en fait, du coup, que j'essaye enfin pas de cultiver, parce que j'essaye de planter des choses sans m'en occuper. En laissant la nature faire, par exemple, au pied des tomates, si on met des œillets d'Inde, ça chasse les pucerons. Donc j'essaye ce genre de truc où en fait je ne vais pas passer mon temps à jardiner, mais à récolter. Et dans un principe justement de permaculture à association, là c'est divisé en plusieurs ronds, je crois qu'il y a 7 ronds de permaculture, etc. Le dernier, c'est une forêt comestible. Et justement, le principe de forêt comestible est intéressant parce qu'en fait, effectivement, quand on connaît, quand on se penche sur les essences d'arbres ou sur les plantes qui poussent au pied des arbres, on se rend compte que la forêt, comme on a chez nous, produit pas mal de comestibles. Mhm. C'est quelque chose, moi, qui m'intéresse, que j'aimerais justement apprendre, parce que je n'y connais pas grand-chose, quelque part. Et on retrouve justement ce principe de j'apprends dans une encyclopédie de botanique et je répercute chez moi. Mhm. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui... Alors j'ai pas lu le livre, malheureusement, mais pourquoi pas. Tu sais qu'il y a une bande dessinée aussi, hein. Dans la forêt a été fait en BD aussi, hein. Ah ouais. Voilà, je peux te tapoter. Mais un autre truc qui est assez, je crois, interpellant dans ce livre, c'est qu'elles vont non seulement connaître, enfin découvrir les autres espèces, mais que du coup elles vont abandonner cette, parce que pendant plusieurs mois, elles vont surtout faire des bocaux, puis elles vont se dire on n'a pas assez, on ne pourra pas survivre l'hiver, donc elles commencent à sécher plein de fruits. Et la différence, évidemment, avec cette entrée dans la forêt, c'est qu'elles ne doivent plus cumuler. Elles ne doivent plus faire des réserves. Hein, donc, ce n'est pas la petite fourmi qui doivent accumuler. Et ça, c'est aussi percutant pour nous qui sommes toujours. Hein, il y avait tout le monde qui se ruait dans les magasins pour avoir du PQ, mais aussi de la farine, parce qu'on sait quand même qu'il y a des pénuries qui vont peut-être même arriver parce que il y a malheureusement des sécheresses. On vient de voir quand même que le mois d'avril était le plus chaud de tous les temps. Donc, moi, j'ai plus d'eau non plus dans le potager. Je crois que ça c'est quelque chose qui va quand même rester dans les tripes de tout le monde. C'est tiens, qu'est-ce qui est essentiel euh, et pourquoi est-ce que j'accumule? Qu'est-ce qu'il faut accumuler ou pas? Est-ce que c'est une dynamique qui est raisonnable donc comment être plus solidaire et travailler plutôt ensemble plutôt que d'aller se ruer au supermarché. Donc, je crois que les étudiants ont aussi été interpellés par ça.
Je- Personnellement, je pense qu'on peut un peu cumuler les deux. Oui. C'est-à-dire que je ne vais pas aller me ruer dans un supermarché pour faire des réserves et sûrement pas de PQ parce que c'est pas essentiel. Au pire, si on n'en a plus, ben, on va à la douche et puis c'est fait, quoi. Enfin, voilà. Mais j'ai aussi une tendance à être un accumulateur, mais vraiment, parce que les BD derrière moi, c'est un petit échantillon des BD qui sont vraiment autour de moi. Il y a ça, il y a les jeux vidéo, il y a les autres livres, il y a les vinyles, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, les jouets, les jeux de société, enfin, voilà. J'ai une maison qui est très remplie. Donc, mais par contre, ce sont des choses qui vont rester. J'adore être entouré de BD, par exemple. J'aime une ambiance de travail ou ça. Donc, je suis accumulateur et en même temps accumulateur de choses qui sont importantes pour moi et qui vont rester. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à accumuler de la nourriture ou des choses comme ça, euh, ni des petits trucs qui vont me servir deux fois et qui vont être jetés quelque part. J'essaie de me dire que c'est du durable. En jeux vidéo, bah, c'est des jeux vidéo des années 80. Clairement, ils ont maintenant plus de 30 ans. Ils sont toujours là et ils seront encore là dans longtemps parce qu'ils seront bien conservés quelque part. C'est un peu mi-chemin entre accumulateur et collectionneur quelque part. Je pense qu'on peut faire les deux, mais dans une optique de peut-être effectivement non surconsommation. Euh, J'essaye justement de faire la part belle entre m'entourer d'objets qui me sont chers sans pour autant me ruer sur des Amazon et des choses comme ça, quoi. Donc voilà, Oui, c'est. tout à fait, mais c'est quand même un exercice intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu fait le tri chez eux avec ce Ouais. confinement. Moi, j'ai été en séjour, je crois que pour les chercheurs, et c'est quelque chose qui est assez génial quand on a un séjour à l'étranger, c'est qu'est-ce qu'on met dans sa valise. Hein, Ouais. qu'on va avoir besoin pour sa recherche. On ne sait pas tout prendre, et comment en fait ce qu'on va prendre va influencer ce qu'on va écrire. Ça c'est en fait parce qu'on a peut-être les 5 bouquins qui vont diriger un peu notre recherche. Mais c'est vrai qu'ici à Amsterdam, je suis partie il y a un an, et ben on se rend compte qu'on a vraiment, il y avait quasi rien qui me manquait, quoi. Euh, Dans les habits, on prend 3-4 changes et c'est bon. Des livres, en plus maintenant il y a beaucoup sur le web, donc on peut encore retrouver facilement. Euh, voilà, je crois quand même on réalise voilà, qu'on n'a Ouais. pas besoin de beaucoup pour vivre, en tout cas. Mais, Mais on a ouais. déjà beaucoup, on est privilégié, évidemment. Donc, Alors, besoin, effectivement, non, on peut très bien vivre avec. Enfin, voilà. Moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis dans la maison et il y a encore énormément de caisses qui ne sont pas déballées. Je vis sans, quelque part. Mais j'aurai aussi, une fois que les travaux seront terminés, la joie de déballer et de revoir ces choses parce qu'elles me sont chères. Et ouais, tout à donc, effectivement, même, enfin, j'ai pas eu vraiment le temps de faire un tri, mais même en aménageant les BD, je crois que j'ai réservé 3 caisses où je me suis dit, bon, je les lis et peut-être que je m'en sépare. Et c'est la première fois en. Oh, j'ai 40 ans maintenant. La première fois en 40 ans où je pense à me séparer d'un livre. C'est bête, hein, mais j'ai jamais rien vendu quelque part. Donc j'ai encore tout à côté de moi. On le voit pas, mais ce sont les Mickey Parades, quoi, tu vois, de quand j'étais petit, quoi. Donc ils sont toujours là, c'est un souvenir. Et puis peut-être que je les lirai plus jamais, mais ils sont là, quoi. Et donc tout ça pour dire que dans le texte, on parle qu'à un moment donné, on va dire qu'elles deviennent extrémistes du retour à la terre, mais elles en sont à brûler leur maison et tous leurs biens personnels. Ouais, c'est peut-être un peu ultime, quoi, quelque part dans la démarche. Je peux comprendre la démarche de se séparer de plein de choses. Il y a des gens qui le font en réel. Il y a des gens qu'on appelle digital nomades, qui travaillent sur ordinateur, ils développent des choses. Et en fait, eux partent du principe que si j'ai plus que 9 choses autour de moi qui me sont indispensables, c'est qu'ils ne sont pas indispensables. Ouais, pourquoi pas, Le minimalisme, oui, oui. c'est ça. Ouais, Mais ouais. ouais, Mais moi, comme on a dit dans l'article, je crois que c'est très symbolique ce fait de brûler la maison. Il faut savoir qu'à un moment donné, elles ont été attaquées, donc la maison, elle incarne encore quand même un certain danger, tandis que la forêt, eh ben, pour les autres humains, c'est sans doute un lieu qu'on n'a pas trop envie où on n'a pas trop envie d'aller parce qu'on ne le connaît pas. Donc pour elles, qu'ils connaissent mieux, elles qui connaissent ce lieu, ben, ça leur permet d'être à l'abri.
Mais je crois aussi que c'est un lieu qui... et c'est très symbolique d'y aller, parce que c'est aussi se dire, on va plus espérer cet autre monde. On va reconstruire celui qu'on veut. Et aujourd'hui, dans ce moment précis, cette nostalgie du McDonald's et des autres choses comme ça, eh ben, à un moment donné, il y a une décision que chaque individu va devoir faire et dire où est-ce que je veux aller et prendre cette décision avant qu'elle nous soit imposée. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que ces deux filles le décident. Alors, elles reprennent quand même 3 bouquins qu'elles aiment bien, elles reprennent plusieurs choses qu'elles ne veulent pas abandonner dans la maison, hein, qu'elles mettent déjà dans leur souche, là, dans laquelle elles habitent. Mais je crois que c'est une décision symbolique aussi de se dire, voilà, maintenant c'est moi qui décide, on va vivre autrement, parce que je vais arrêter d'espérer d'avoir l'électricité et tous ces trucs qui, en fait, ne vont pas revenir et n'étaient pas idéaux. Et voilà, à un moment donné, elle dit, ça fait quand même des milliers d'années que l'homme vit sans électricité. Donc, on va se débrouiller, on va être plus en phase avec la nature. Aujourd'hui, on est quand même fort décalé, hein, on va dormir tard avec des lampes et puis on est crevé. Et en hiver, ça devient quand même parfois difficile, je trouve, à vivre, mais on ne suit plus du tout les rythmes de la nature. Donc ça, c'était un autre aspect aussi important du roman. Mais je crois que c'est plus quelque chose de symbolique. En tout cas, moi, je le lis comme ça. Oui. Mais où on prend une décision individuelle. On ne se laisse pas juste obligé à faire ça. On n'est pas obligé de le faire, on le décide. Et c'est maintenant qu'on va devoir décider un peu ce qu'on veut faire de la société, quoi. Beaucoup parlaient d'un changement dû au confinement, une remise en question de pas mal de choses. Et puis, voilà, on se dit, tiens, un nouveau monde, c'est peut-être possible. Et puis, tout d'un coup, on voit l'ouverture d'un McDo à Paris où il y a 8 km de fil et 4 heures d'attente. Et on se dit, bon, bah, c'est foutu. Euh, c'est un peu le désespoir quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Voilà, il n'y a pas moyen. Je veux dire, quand les bricots ont réouvert, moi aussi, j'avais besoin de la peinture pour avancer dans mes travaux. Moi aussi, j'avais besoin de terreau et des choses comme ça. On attend un peu, c'est pas indispensable quelque part. Mais quand on voit les fils qui se sont formés à chaque fois, on se dit qu'on est reparti comme avant, quoi. Donc, avec peut-être certains changements, on verra. Il faut voir qui allait là aussi. Si c'est des gens qui étaient en appartement, moi je suis privilégiée, donc je ne pouvais pas non plus prendre que mon point de vue. Je crois qu'une personne qui était enfin libre de sortir, d'aller peut-être acheter un meuble pour refaire un peu son intérieur, parce que ça faisait quand même un mois qu'ils n'étaient pas sortis. Peut-être que voilà, on peut comprendre, ou dans le McDo, là, je comprends moins, évidemment. Maintenant, on a moins montré aussi les films. Moi, j'ai vu des films ici dans des fermes, des petites fermes qui reprenaient de l'attractivité. Donc ça, on a un petit peu montré, mais franchement, je les ai vus. Les gens avaient envie de retourner à vélo, d'aller chercher leurs fraises locales euh, toutes ces coopératives ont été vraiment redynamisées. Il y a des magasins qui s'en sortent aujourd'hui grâce au confinement. D'autres évidemment moins, mais tout ce qui est essentiel, en fait, on a revu quand même ce que c'était que l'essentiel. Donc c'est Ouais, des choses. Moi, je crois que même si je suis très déçue aussi de voir des choses on retourne fort vers l'ancien modèle, je crois quand même que beaucoup vont avoir ça dans les tripes, quoi. Il y a quand même quelque chose qui nous a remué et qui va inconsciemment, je crois, quand même changer les choses. ça peut, hein, notamment au niveau du travail, on se dit, tiens, on a su travailler 2 mois en télétravail, pourquoi est-ce que je dois encore retourner tous les jours après? Ce sont des réflexions, je crois, qui vont apparaître. Et on a déjà vu des messages comme ça sur les boîtes mail UCL en se disant opportunité de nouvelles structurations de travail. On a reçu ce matin une enquête pour savoir comment s'est passé le télétravail en confinement, etc. Donc je pense que ça peut amener à des autres choses. Il faut encore que les employeurs soient ouverts à ça. Ça a l'air d'être le cas chez nous, donc on verra ce que ça va donner. Il y a des secteurs où c'est pas forcément possible. Voilà, ça aussi. Mais à voir aussi, il y a eu beaucoup de communication sur le fait que finalement la caissière ou l'infirmier était plus important que le trader. Exactement.
alors que, étrangement, il y en a un qui gagne 1200 et l'autre qui gagne 100 fois plus. Donc Ouais. voilà, il y a des réflexions comme ça. Maintenant, il faut encore que ça passe le stade de la réflexion. Mhm. Euh, on verra, Mais quelque oui, part. on verra. En tout cas, J'avoue être assez pessimiste, mais ça fera peut-être du tort dans le sens où, voilà, il va y avoir beaucoup de choses comment dirais-je, des gens qui vont perdre leurs emplois, etc. Ça va être très dur, mais je crois qu'au niveau de la réflexion, ça ne fera pas tort. Parce que, en tout cas, pour des personnes privilégiées, comme moi et d'autres, ben voilà, on est plus conscient de l'essentiel et de qui est essentiel aussi pour la société. Donc, soyons un peu positifs quand même. Moi, je oui, reste un écoute, oui, peu. voilà, je suis assez optimiste dans la vie. Je suis un peu moins optimiste dans ce qu'on voit pour l'instant, en tout cas. Maintenant, j'espère, en fait, je suis plus dans l'espoir que dans la certitude, on va dire. Donc, Mhm. Mhm. j'espère Mais que ça. en même temps, l'espoir, c'est très problématique, hein. Latour a un article comme ça sur Gaïa où il revient sur l'espoir, parce que c'est ce qui fait que on postpose nos décisions, on postpose, on dit que voilà, on va trouver des solutions pour le climat, on va trouver des solutions. Donc l'idée, c'est pas toujours avoir de l'espoir, mais sentir qu'on a une certaine enfin, pouvoir de changement quand même, en tout cas au niveau personnel, qui a un impact collectif. Ça. Et peut-être une certaine empathie pour ce qui se passe ailleurs. Ouais, je crois que ça c'est important. Et la littérature aide pas mal à ça, quoi. Hein. Ouais. Ben, la littérature est tellement vaste que finalement on a eu, je crois, dans les romans et les BD, un peu tous les scénarios possibles, imaginables. Et même dans le jeu vidéo, hein, le jeu vidéo a créé des uchronies incroyables avec des mondes apocalyptiques, néo, anciens, etc. Il y a eu vraiment toutes sortes de mondes développés avec des potentiels différents à chaque fois. Voilà, ici le confinement, le fait d'être enfermé chez soi avec un virus invisible dehors, voilà, en fait, moi j'avais l'impression d'être dans un film de zombies nul, quoi. Un film de zombies où il n'y a pas de zombies, quoi. Quelque part, on peut pas sortir parce qu'il y a un danger, on le voit pas. Ça fait un peu de Myst, un vieux film des années fin 80, il me semble, où en fait il y a un brouillard qui arrive, qui représente symboliquement une maladie, un danger, et finalement tous ceux qui se risquent à sortir sont dévorés, sont découpés, etc. Bon, ça paraît bête comme ça, mais c'est un film qui a beaucoup de symbolique, et donc la symbolique est un peu plus profonde que juste un brouillard qui tue. Mais on est un peu là-dedans quelque part, et enfin, on fait tous les efforts pour sortir en se protégeant, etc. Mais on est dans ce style-là, en tout cas pour le moment, et quelque part, là, on vit en déconfinement, c'est le monde après les zombies. À part qu'une fois qu'il y a eu les zombies, il y a tout à reconstruire. Ici, bah, il y a à reconstruire, mais c'est toujours là. Et donc, quelque part, comme on a dit, on va faire la part des choses et essayer de créer des nouvelles choses à partir d'un nouveau monde, entre guillemets. C'est difficile de partir d'un nouveau monde à partir du moment où on n'a passé que 2 mois. On n'a Ça pas paraît été beaucoup. assez détruit, hein. On n'a pas assez détruit. Non, mais ça Ouais. paraît beaucoup, ça paraît beaucoup maintenant, mais dans 5 ans, qu'est-ce que ça va être les 2 mois de confinement? Est-ce Ah que oui. ça a encore un impact? Tu vois, ça peut développer pas mal de choses et Mhm. ça peut surtout développer des sujets de recherche intéressants. Est-ce que dans 5 ans, quel recul on aura sur ces 2 mois, 3 mois de confinement? Qu'est-ce que ça aura impacté comme changement, à part apparemment une belle crise économique qui s'annonce? Mhm. Voilà, Mhm. c'est plein de choses à découvrir quelque part et on ne sait pas vers où on va. Donc il n'y a plus qu'à, encore une fois, l'espoir d'aller vers quelque chose de bien. Alors, dis-moi, je ne sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose sur ce Non, texte parfait. que j'invite encore à aller lire. On met J'espère dans la que- description l'adresse vers le site de la Revue Nouvelle. Il n'est Vous pas pourrez très lire long, ça. hein. Voilà. Ah, Il n'est pas très long et le roman, c'est un roman également très, très simple. D'ailleurs, l'auteur vient de nous renvoyer un commentaire. Je lui avais envoyé l'article. C'est une femme qui a énormément d'humilité, de simplicité. Elle était interviewée à tout un colloque par Le Monde sur comment écrire l'effondrement.
Voilà, si on veut la voir en interview, elle a ce charisme, cette simplicité qui sort de son écriture et voilà, de son fort intérieur. Et donc, elle nous a répondu quelque chose de splendide. Et donc, c'est un roman à lire. S'il y en a qui Ça peut cherchent être un une suite à roman. l'article aussi, hein. Une suite à ton article, c'est de l'inviter avec tes Ah oui, étudiants à une espèce de rencontre sur Teams ah oui, pour oui, justement développer ça et pourquoi pas diffuser ça ensuite à un plus grand nombre, quoi. Ça peut être une bonne suite. oui, ça c'est Euh, vrai. Oui. Mais j'avais essayé de l'inviter l'an dernier. Elle était à la Foire du Livre. ah Mais ouais. elle avait déjà des rendez-vous partout, donc malheureusement, voilà. Dis-moi, t'es dans quel coin? T'es confiné dans quel coin? Moi, je suis à Cour-Saint-Étienne. Pour Saint-Étienne. Et donc tu es confiné avec tes enfants, si je me trompe pas. Oui, Euh, ça veut dire qu'ils sont revenus. Normalement, il y en a 2 qui étaient en côte, et bah, du coup, ouais. ils sont revenus chez papa et maman. Et on a vécu ça en famille, en fait. Donc pour ça, Et c'était une chance incroyable pour moi. c'est clair que c'est pas tous les jours que tout le monde reviendra en famille, passer autant de temps les uns avec les autres. C'est clair que ouais, ça fait longtemps et ça n'arriverait sans doute plus. Voilà. Mais Et puis, voilà, il y en a qui ont dit, on va faire les courses, on va faire quelques provisions, et puis on va faire des repas, et puis on va faire des jeux ensemble. Donc on a presque refait tous les jeux qu'on a ici. On adore jouer, donc le soir, on fait souvent ça. On a un potager, on a planté ensemble. Donc là, je dois avouer que j'ai eu un confinement qui était assez génial. donc, Maintenant, beaucoup devant l'écran, donc ouais, j'ai un ado de 16 ans et ça, c'était pas toujours évident de l'aider parce que je trouve dans l'enseignement, ils ont été fort abandonnés. Essayer de le stimuler pour qu'il ait encore envie d'apprendre, voir des films avec lui. C'est un âge pas toujours évident, quoi. Ouais. donc, j'allais te demander justement si justement la gestion des espaces et le Mhm. fait d'être ensemble 24 Mhm. heures sur 24, ça avait été, mais tu Mhm. as Bon, anticipé en voilà. répondant que voilà, les instants familiaux surplombent un peu tout ça. Ouais. Et donc ça, c'est important. Maintenant, ouais, celui de 16 ans qui est souvent sur écran, j'ai envie de dire, est-ce que ça a changé quelque chose? J'ai un neveu qui a bientôt 14, il passe de toute façon sa vie devant, Ouais. devant une tablette. Ça n'a pas changé grand-chose pour lui, le confinement, j'ai envie de dire, malheureusement. Donc, Ben, ici, justement, c'est celui qui est pas tellement sur l'écran. Il faisait 9 heures de gym par semaine et tout ça. ouais, Il y avait des scouts. Ben, voilà, tout ça a ouais, disparu. Donc, heureusement que, voilà, il a construit un banc en palette. Mes fils ont révélé leur talent de bricoleur. Ça, ouais, c'était génial. Un besoin aussi de faire autre chose, justement, que d'être sur l'écran. Ça, c'était ouais. génial. Pour voir qu'ils n'en pouvaient plus, quoi, de ces trucs en ligne et même voilà. Bon, faut dire que ils n'ont pas de PS3 bazar parce que moi j'ai demandé mais tes copains ils font quoi? Et ils m'ont PS4. dit 4 oui c'est ça, voilà PS4. Il m'a dit ils sont tous en réseau sur la PS4 Ah ouais. et du coup là lui et moi. Mais bon il a d'autres super centres d'intérêt et tout donc ça va. Et puis alors j'avais un autre fils aussi qui est revenu et qui lui avait des cours en ligne puisqu'il est en bac 3. Là, c'était aussi intéressant de voir l'autre côté de l'écran, quoi. Enfin, ce que lui vivait. Mais j'ai trouvé que le fait que l'UCL ait basculé assez vite, même si c'était pas évident pour les étudiants, c'était chouette, quoi. Ça Ouais, ouais. continuait. Je vais avoir mon diplôme, même si c'est compliqué en ligne. Je me lève à 8 heures parce que j'ai envie voilà, de me lever le matin pour quelque chose qui me passionne. Donc, Il est dans quel secteur? Il est il en est sciences humaines? il est Encore en architecture. en archi, ok. Et il n'y Ouais, avait pas ouais, des labos, les projets du coup si, ils ont un projet, mais donc ils travaillent avec Teams, avec ce tableau blanc, les profs écrivent, ils ont été vachement bien encadrés quand même. Ils ont été aidés, écoutés, voilà, toutes les semaines, projet. Bon, il n'y a plus la maquette, mais c'est beaucoup du coup de plans par ordinateur. Ben, ils développent plutôt cette capacité-là cette année, et j'imagine que l'an prochain, voilà, ils compenseront un peu. Parce que j'ai Ouais. ce souvenir de cocoteurs en archi qui passaient des nuits à maqueter.
C'était sympa, moi j'aurais bien été les aider, mais c'était voilà, j'ai ce souvenir-là, donc effectivement, bah voilà, il y a plus ce côté-là, mais effectivement, c'est pas Ouais. plus mal. On travaille de plus en plus sur ordi et j'ai même un ami architecte qui lui imprime en 3D après parce que ça permet aux gens de se rendre compte de la lumière. Hein. On imprime en 3D, on projette un petit projecteur pour voir un peu le déplacement du soleil, et donc Ouais. c'est encore autre chose. Ça, ça va servir aussi, mais c'est bien que justement ils puissent continuer. Et effectivement, on n'a pas parfois le retour de certaines unifs où ça a été plus compliqué. Oui. Euh, voilà, maintenant, à mon avis, ceux qui sont en chimie ou en bio ont beaucoup plus de mal à Bah ouais. continuer normalement, mais Ouais, nous, on a de la chance ici. en sciences humaines, on est moins impacté par. Ouais, je crois. Mais parfois, c'est peut-être pas évident quand même d'avoir des extraits sur l'écran. Ouais, ouais, bon, c'est pas la même chose, mais voilà, c'est pas un Alors, gros obstacle. Comme... on en parlait avec Anne-Emmanuelle Keulemans, l'épisode juste avant, où justement, elle, en musicologie, bah forcément, elle a des. Voilà. Alors, diffuser sur son GSM à travers le micro du laptop, c'est une horreur. Et donc, quelque part, ben, voilà, elle envoyait simplement des liens vers les musiques. Ça fait qu'on ne peut pas écouter en live, mais au moins, on peut réécouter à souhait quelque part. Donc, voilà, c'était une autre façon de faire. Mais effectivement, c'est pas impossible. Donc, Oui, tout à fait. Mais si je devais redonner cours, je ferais peut-être des petites capsules plus courtes c'est ça. aussi. Ouais, parce que parfois 2 heures, Ouais. ouais. Et tu enregistrais? Euh, je donnais toujours à l'heure demandée, quoi. Hein. C'est Mais j'ai ça, mais enregistré pour ceux qui ne savaient pas ou qui se levaient ça, ouais. plus tard. Ou allez. Je me suis dit, bon, au début, j'avais dit non, 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 enregistre pas. Et puis, bon, voilà, vu les circonstances, on n'allait pas Non, c'est être ça. difficile, quoi. Ouais. Et ça permet justement aussi aux gens qui seraient un peu largués la première fois de peut-être réécouter et de Ben oui. Et puis, de... si le son n'est pas très bon, tu vois, ils Ouais, peuvent réécouter. Puis, j'ai l'impression aussi, comme je parle pas dans le vide, mais on a une drôle d'impression, je vais peut-être plus vite. ouais. Parce qu'en général, ben, on voit bien la tête des étudiants quand ils n'ont pas compris, donc, tandis que là, on ne la voit pas. Donc, je crois quand même qu'enregistrer, c'était pas mal. Ouais. C'est pas mal, ouais, effectivement. Je pense aussi. Alors, je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à nous, je ne sais pas, à proposer. Parfois, je demande un livre à conseiller ou peut-être autre chose, une nouvelle façon, quelque chose que tu as, dont tu t'es rendu compte pendant le confinement et que tu voudrais partager à tes collègues. Ben, le fait de travailler à 16 sur un article, bon, évidemment, je l'ai coordonné, hein, et puis chacun remettait des petites touches. Moi, je crois vraiment que la question de la solidarité, de l'échange, on devrait, de l'intelligence collective, ce serait vraiment génial de travailler comme ça plus souvent. Des tours de parole, c'est tout bête, mais comment on se sent, qu'est-ce qui va pas, comment on avance dans nos recherches ou pas. J'ai publié plusieurs articles avec des collègues et là, en discutant avec d'autres, je comptais faire un bouquin toute seule, mais je crois que je ne vais pas le faire seule. Je crois qu'on va vraiment écrire à 4 mains et pour qu'il y ait vraiment, voilà, déjà un débat au cœur du livre, pas juste, voilà, ce sont mes idées, et puis après, quelqu'un va reviewer en disant, bah, il y a ça qui manque. Déjà, travailler ensemble, c'est confronter des idées, c'est déjà aller plus loin et c'est tellement plus enrichissant, en fait. Donc la recherche plus collective, surtout en sciences humaines, elle n'est pas souvent comme ça. Je vois quand même qu'il y a des labos d'anthropologie où il y avait pas mal, il y avait pas mal de cartes blanches aussi écrites à plusieurs mains, comme quelque chose qui émerge. Et ça, je crois que c'est très positif. Moi, je vois ça comme, euh, voilà, Donc, tu irais un stade plus loin qu'écrire un article à deux, par exemple. oui, pourquoi pas l'écrire voilà, avec le centre. Voilà, on veut travailler sur l'empathie, ou bien on a un séminaire transversal. On avait dit à un moment donné qu'on écrirait ensemble. Et puis bon, voilà, c'est pas facile, mais je tenterai bien le coup en tout cas. Parce En que tout cas, tu pourrais le proposer justement aux collègues ECR pour tenter le voilà, coup. Ouais. tout à fait. On est beaucoup plus mûrs, beaucoup plus beaux ensemble en fait ouais.
Essayons, peut-être. Voilà, une C'est toute. ça. Mais peut-être qu'à 4-5, ou voilà, s'il y a un séminaire. J'ai déjà vu des collègues qui ont fait ça à 4-5. Je crois que c'est du boulot, évidemment, de s'accorder, Ouais. mais comme on veut que le monde aille vers plus de solidarité, il faut au moins qu'on le commence dans notre quotidien, quoi, dans notre travail. Sinon, tout le monde est un petit peu en concurrence ou chacun dans son coin. On se lit très peu, en fait, entre collègues. Mm. C'est dommage, quand même. Ouais. Ben voilà, on va terminer par justement une invitation, et cette invitation à l'écriture collective, à la concertation, à la réflexion en groupe. Oui. Et voilà, donc merci Véronique, merci d'avoir Merci. participé à C'est cette petite super. pause café. Ouais. Je vais profiter pour récupérer ma tasse Incal Ah, au bureau. Euh, et si vous qui nous regardez, vous voulez aussi participer, parce que m'envoyer un petit message en disant que vous appréciez la pause café, c'est chouette, mais participer, c'est mieux. Donc n'hésitez pas, c'est plutôt sympa, c'est un moment c'est très bien. relax, on discute d'un peu de tout et de rien, de sujets très divers. Et je crois que ici, ce podcast a été un bon exemple qu'on pouvait traiter de plein de sujets différents. N'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail et on prendra rendez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une pause café en live à Louvain. À bientôt. Merci. À bientôt à toi.